Classique. 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Gérard Leclerc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Et comme tout le matin, nous retrouvons nos amis de LCI pour l'invité politique. C'est François Calfon. Bonjour, secrétaire national du Parti Socialiste. On commence bien évidemment par l'Espagne. Alors, pas de majorité. Mariano Rajoy, la droite est en tête. Mais on sait déjà le nombre de députés, puisque c'est la proportionnelle, 121 députés. Le PSOE, c'est-à-dire le Parti Socialiste Espagnol, fait le plus mauvais score de son histoire, avec 93 députés. La surprise, c'est Podemos, qui a 69 députés, donc la gauche de la gauche en Espagne, et puis Ciudadanos, un parti centriste. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça ? C'est un tripartisme, mais un tripartisme beaucoup plus sympathique qu'en France. C'est d'abord ce que je retiens, avec finalement, si on prend les 3 tiers, il y a 2 tiers de gauche et 1 tiers de droite. C'est pas la même chose, et il n'y a pas de Front National. Là, vous y allez un peu fort, parce que Ciudadanos, c'est un parti centriste, c'est pas un parti de gauche. Non, je parlais de Podemos et du PSOE. Ça fait pas tout à fait 2 tiers. Enfin, d'accord. Ciudadanos, je préfère l'inclure du côté du centre. Et à l'évidence, si on compare à la France, c'est le Front National qui remplit toutes ces cases. Finalement, d'une certaine forme de refus de l'ordre établi, même si c'est curieux en France que ce soit le Front National qui l'incarna. Alors, on va dire, oui, mais tout cela n'est pas la même chose, parce qu'il y a eu un grand mouvement social en Espagne, parce qu'ils ont eu l'austérité. Il y a le souvenir du Voilà, mais comment ne pas rapprocher cela de la une de vos confrères du Parisien ce matin, sur l'âge du capitaine ou des hommes politiques, sur l'incapacité du système. Du renouvellement, c'est voilà. Ça. En Espagne, les principaux candidats avaient tous entre 30 et 40 ans, quoi. Et moi, ce qui me fascine un peu en France, ou ce qui m'exaspère, c'est cet effet de la Ve République. Alors bien sûr, c'est un corset institutionnel, mais de tous les 5 ans, et en fait tous les 3 ans, on se pose la question du prochain président de la République, et on est allé importer des États-Unis. Bon, c'est très bien, c'est un bon système, ça évite que ce soit que le parti qui le fasse. Le système des primaires qui fait qu'on est en campagne présidentielle permanente, avec un effet d'écrasement sur un leader charismatique par rapport à tous les autres, avec le sentiment, souvent faux, je tiens à le dire, mais que finalement, ceux qui aspirent à devenir président de la République ne cessent de manœuvrer pour pouvoir interdire aux uns, inclure les autres dans la primaire, et ceux qui aspirent à le rester souhaitent que, suivant une règle non écrite d'ailleurs, nous n'ayons jamais de primaire. Oui, mais puisque vous parlez des pratiques politiques, je suis désolé, mais vous montrez pas vraiment l'exemple. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé en Île-de-France ? Claude Barthelone, qui a quand même un peu abaissé la campagne quand il a parlé de race blanche. Ensuite, quelques jours après les résultats, il dit que finalement, l'Île-de-France, c'est ma grande idée, etc. Il démissionne, il retourne à l'Assemblée où il est président de l'Assemblée. C'est moi, je suis pas membre du groupe socialiste, mais après. Non, mais vous rendez quoi ? L'effet sur l'opinion publique, c'est pas terrible. C'est pas forcément terrible. Je vais essayer de vous répondre dans le détail. Sur la question de sa réélection par acclamation, un vote, si les gens peuvent taper dans les mains, ils peuvent lever le bras, aurait été sans doute quelque chose de plus clair, et je pense qu'il n'aurait pas manqué une voix pour Claude Barthelone. La deuxième chose, ça j'en suis tout à fait convaincu. La deuxième chose, c'est qu'il a démissionné. La vérité, c'est qu'il a laissé sa place à quelqu'un de beaucoup plus jeune, de sa propre fédération. Il emmenait la liste et il démissionne juste au lendemain des élections. C'est aussi une manière de dire, c'est aussi une manière de dire je suis en échec. Et depuis le départ, quand il est venu dans cette élection, reprenez ses premières déclarations. Il avait indiqué qu'il était là pour passer la main à une nouvelle génération, ce qu'il fait de façon très exacte. Alors, il est vrai que la fin de campagne s'est passée dans un climat tout à fait épouvantable, il faut bien le dire. Ressortir cette idée de race blanche. Oui, mais vous savez, c'est à un moment donné, il y a toujours un point ça vous a pas gêné ? Ça a été mal compris. Est-ce qu'il faut y revenir ce matin ? Je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est qu'il y avait, et c'est ça qu'il a voulu exprimer, il l'a exprimé, il n'a pas été compris. Donc en cela, c'était une expression qui n'était pas heureuse. Mais il a voulu exprimer une chose qui est beaucoup plus intéressante sur les élections régionales. C'est que finalement, d'abord, vous avez une extrême droitisation totale de la droite. Ce qui a été le cas en Île-de-France. Au passage, je souhaite bonne chance, bon vent à Madame Pécresse, en espérant que voilà, les esprits se calment, ce que je n'ai pas vu dans sa première déclaration, puisqu'elle insiste sur quelque chose qui n'est pas dans les compétences de la région, c'est-à-dire la question de la sécurité, sans insister sur ce qu'est dans le cœur de métier. Ça aussi, c'est une autre manière de faire de la politique. Laissons cela. Laurent Wauquiez, qui a été élu en faisant des photocopies de tracts du Front National. Donc quand vous dites quelque part, parce que c'est ce qu'a dit Monsieur Barthelone, il pense tout bas ce que Madame Morano a dit tout haut. C'était pas autre chose.
chose. Est-ce qu'on est dans le faux? Moi, je dis que nous sommes... J'ai dit que l'expression n'était pas forcément heureuse. D'accord. Mais est-ce que nous sommes dans le faux sur le fond? La réalité, c'est que ce tripartisme, puisque nous sommes partis de l'Espagne, nous sommes maintenant en France, pousse l'extrême droite à être elle-même et à structurer la vie politique, et la droite à poursuivre sur ce chemin-là. La réalité aussi à gauche, parce que n'ayons pas ce matin une pensée hémiplégique, c'est que quand vous perdez votre cœur de métier, c'est-à-dire la classe moyenne qui subit le chômage, les difficultés à vivre, le pouvoir d'achat, alors vous êtes tenté, c'est ce fameux rapport de la Fondation Terra Nova, d'aller chercher au cœur des métropoles uniquement sur des marqueurs culturels, pour la manif pour tous, contre la manif pour tous d'un côté. On oublie les classes populaires. Et je vais jusqu'au bout de oui. Peut-être dire que la droite, ce qui est vrai, est un peu xénophobe pour mobiliser tel et tel type d'électorat. Et je viens à ce que vous dites à l'instant, on en oublie la classe moyenne inférieure qui est le cœur de cette société et qui a adressé de manière très forte le Front National. Et c'est là qu'il faut répondre. Alors justement, au lendemain des régionales, on a entendu partout, il faut réfléchir, il faut bouger, il faut changer. François Hollande parle de concorde, Manuel Valls de majorité d'idées, de recomposition, de clarification. Jean-Pierre Raffarin dit d'accord sur un pacte pour l'emploi. Bon. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'effectivement le moment n'est pas venu de travailler davantage ensemble? On va se parler clair et franchement. Il y a deux choses. Il y a la grande recomposition, je n'y crois pas. La clarté, ça n'est pas l'absence. C'est finalement... ce qui se passe en Allemagne, avec succès. Oui, mais c'est pas du tout la même tradition politique et puis c'est pas le même système. Vous ne croyez pas à cette idée de travailler sur des sujets précis avec l'opposition? Je vais au deuxième point. Sur la question de l'emploi, il y a sans doute des consensus à trouver. Et moi, j'en trouverai quelques-uns. Je pense qu'il n'y a pas d'efficacité démontrée du service public de l'emploi au niveau national. Il n'y a pas un marché du travail. D'ailleurs, il y a des taux de chômage à 30% et d'autres à 7%, mais des marchés du travail. Donc il y a la loi NOTRe qui permet aux régions de se saisir de ces sujets-là. Manuel Valls a dit, je vais travailler avec la conférence des présidents de régions sur les sujets de formation professionnelle et d'emploi. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Ça peut être un sujet, finalement, non pas de consensus, mais de rassemblement. Avec les régions, donc, hein? Oui, et moi, j'irais même plus loin. Sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle? Y compris sur l'intermédiation, ce qu'on appelle finalement le rapprochement offre d'emploi, demande d'emploi, où je pense qu'il faut faire ça beaucoup plus près du terrain que cela n'est fait. Et ça, c'est pas un sujet d'opposition droite-gauche, c'est un sujet d'opposition, il existe, entre les Jacobins et les Girondins, si j'ose dire. Il faut déconcentrer, décentraliser tout ça pour plus d'efficacité. Ça, il n'y a pas besoin d'être droite-gauche. Mais simplement, pas au mépris d'un certain nombre d'éléments, parce qu'il faut aussi tirer les bilans des politiques. Je lisais dans le journal économique Les Échos, auquel je fais de la publicité sur cette antenne. C'est un très bon journal. Voilà, très bon journal. Ce que dit Laurent Berger ce matin. Attention à ne pas, sous couvert de concorde nationale, inventer encore des nouvelles politiques, alors qu'on n'a pas tiré les bilans de la précédente. Lui a soutenu le pacte de responsabilité, le CICE, mais il s'aperçoit que finalement, il y a un patronat qui n'a pas pris en compte, je reprends ces mots, la transition énergétique, qui n'a pas fait l'effort de formation nécessaire, alors que les pouvoirs publics, l'État a lâché 41 milliards d'euros. Mais sur l'idée de l'emploi, quand vous voyez la situation quand même très, très, très grave qui est en France, est-ce que le moment n'est pas venu d'aller plus loin pour assouplir les conditions d'embauche, le contrat de travail, etc. Ce qui a été fait à peu près partout, ce qu'on ne veut pas faire en France. Ce qui n'est pas la réalité, parce qu'on a fait par exemple quelque chose qui s'appelle la rupture conventionnelle, qui est une possibilité... Oui, mais on peut aller plus loin. Alors, je ne souhaite pas aller plus loin dans cette direction. Par contre, que nous allions plus loin sur la formation professionnelle, que nous allions plus loin sur l'apprentissage, que nous allions plus loin sur le rapprochement offre-demande d'emploi, là, ce sont des champs qu'il faut investiguer et sur lesquels il faut avancer. Sur le contrat de travail, je pense que c'est faire fausse route que de dire il y aurait finalement un couteau suisse de l'emploi qui s'appelle le contrat unique de travail. On sait très bien que c'est un objet introuvable. Par contre, il y a beaucoup finalement de pistes tout à fait sérieuses à investiguer. Autre sujet, la déchéance de nationalité pour les binationaux. Ça avait été une idée lancée par François Hollande à Versailles devant le Congrès. Il doit donner une réponse, dire avant mercredi s'il faut l'inscrire dans la Constitution. Il y a beaucoup sont contre, notamment à gauche. Vous en pensez quoi? Moi, je veux d'abord vous dire ce que j'en pense sur le fond. La déchéance de la nationalité française, qui a été puisée dans les besaces de la droite, voire de la droite extrême, est une indignité pour la gauche et une indignité pour la France. C'est vrai qu'il ne faut pas le faire, donc. Il ne faut pas le faire. Et je crois que en même temps, c'est un geste symbolique des gens qui mais vous savez, des massacres. Je ne crois pas que ceux qui étaient bardés de ceintures d'explosifs avec une Kalachnikov et qui ont comme ça froidement exécuté les uns les autres et une quelconque crainte à avoir de la déchéance de leur propre nationalité. Ils sont dans l'indignité, ils doivent être condamnés. Mais je crois que ça n'a pas d'efficacité. Et par contre,
ça a un effet, c'est que ceux qui sont nés ici se disent finalement, vous voyez bien, on nous parle de la promesse républicaine et nous sommes des Français de papier, car finalement, à la même faute commise par moi ou par quelqu'un qui a des parents français ou des grands-parents français, je peux, moi, être condamné d'une façon différente. Donc vous êtes contre ? Je suis contre, je dis que c'est une indignité pour la gauche et qu'il faut abandonner en urgence finalement ce qui, sous le coup de l'émotion, a été annoncé comme quelque chose de fort. Le retour de Bernard Tapie, il dit dans un premier temps pour s'occuper de l'emploi, parce que la situation est celle qu'on connaît, et puis il écarte pas. Quand on lui dit est-ce que vous pourriez être candidat en 2017, vous savez, Bernard Tapie me fait penser à ces joueurs de Bonneto qu'on trouve à la porte de Saint-Ouen. Quand j'avais 15 ans, ils étaient là, et quand il m'arrive de retourner avec mes enfants au puce de Clignancourt, on les voit toujours là. Eh bien, Bernard Tapie a une forme de résilience qui est sympathique. Il s'est fait prendre la main dans le sac, car il leur arrive de se faire prendre la main dans le sac, rien de moins que 400 millions d'euros. Eh bien, il remet quelque part, si j'ose dire, son jeu sur le carton, et puis des fois, comme tous les bonimenteurs, que ça marcherait cette fois-ci, il se relance pour détourner l'attention. C'est pas que j'y crois pas, c'est que si on est en cohérence avec ce qu'on vient de dire depuis le début de cette émission, c'est de renouvellement dont on a besoin, de renouvellement pas simplement de l'âge, parce qu'il n'y a pas non plus de procès à faire à ceux qui auraient atteint un âge canonique, mais de renouvellement des pratiques. Or, Bernard Tapie incarne totalement l'inverse. Il était la créature d'un Machiavel de la politique que nous saluons en ce moment. Il est maintenant la créature de lui-même, à défaut du souteneur qu'il a perdu, pardon de le dire, Monsieur Sarkozy équivaut bien des déboires à Madame Lagarde, qui, la pauvre, a été au milieu de cet arrangement, n'est-ce pas, entre un homme d'affaires sur le retour et un président de la République battu qui cherche tout pour revenir. Juste d'un mot pour terminer, la Corse, où on voit le président de l'Assemblée, Jean-Guy Talamoni, qui fait son discours en Corse, qui dit que la Corse est une nation, que c'est pas un morceau de la France. Vous en pensez quoi ? Brièvement, j'en pense que c'est une provocation. Je pense que c'est illégal, et je pense aussi, parce que ça ne suffit pas de dire cela, qu'il y a en Espagne le produit du pourrissement du système qui est Podemos. En France, malheureusement, en France territoriale, le Front National. Et quand les choses ne fonctionnent plus, alors des tentations finalement de chemin de traverse arrivent. C'est le cas de Monsieur Simeoni et de Monsieur Talamoni. En Corse. Merci François Calfon. Merci. Bonne journée. Merci à nos amis de LCI. Nous restons sur Radio Classique avec le flash de Sophie Pauling dans un instant. Bonjour, c'est Guy Boyer.